cette étude donc, que vous avez effectuée, que tout le monde a jugée très intéressante. En ce qui me concerne, quelques remarques d'ordre général, que je vais peut-être conforter par quelques appréciations au niveau du document. La première remarque qui saute aux yeux, j'aurais voulu voir donc dans votre exposé, à la fin de votre exposé, quand même le contexte dans lequel vous avez effectué ce travail, notamment tous les gens qui vous ont aidé à faire cela. Bon, j'ai regardé par curiosité les remerciements, on vous avait remercié, mais j'aurais voulu que ça sorte un peu dans le texte. Et au niveau de l'exposé, généralement à la fin, on a l'habitude de présenter toutes les équipes avec lesquelles on a travaillé, parce que il faut le dire, sans ces équipes-là, sans ce que vous avez fait à l'étranger, vous n'aurez pas abouti à toutes ces publications, à tout ce travail. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. J'ai vu, donc vous avez travaillé au Canada, en Italie, en Espagne, c'est ça? Oui. Oui, donc il faut faire ressortir un peu tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous présentez, je vous dis que ce travail a été effectué sous l'aimable collaboration à tel endroit. Très bien. Bon, c'est vrai qu'au niveau des publications, il y a les auteurs, les co-auteurs qui ressortent, mais là, quand on vous écoute à la fin de l'exposé, l'assistance va croire que vous avez effectué tout ce travail ici. Or, on connaît quand même nos conditions de travail pour faire aboutir des articles de haut niveau. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, au niveau de... Peut-être, oui, au niveau de la présentation, je m'aurais parlé un petit peu de la présentation. Je pense que c'est le type de travail où il ne faut pas le présenter comme ça. Tout à l'heure également, mon collègue, le professeur Van Amara, a parlé de présentation sous forme d'article. Oui, vous aurez pu le présenter effectivement sous forme d'article, en 3 parties, donc l'article et puis quelques avenants qui viennent après. Mais là, on a l'impression qu'on est en train de relire les mêmes techniques, les mêmes méthodes sur 3 chapitres. 80% pratiquement des techniques, c'est les mêmes pour les trois parties. C'est exactement le cas où il faut regrouper, mettre un chapitre matériel et méthode avec toutes les techniques que vous avez utilisées pour les 3 parties et puis les résultats et discussions pour chacune de ces parties-là. Il y a beaucoup de redites. C'est vrai que la plupart des méthodes, bon, vous dites, vous les référenciez, mais vous donnez quand même, vous redonnez un peu de principe de la méthode, et ça fait comme ça des redites qui sont à la fin un peu lassantes. Oui, troisième remarque, bon, toujours elle est un petit peu liée à la première. Oui, donc vous avez fait un travail donc à cheval entre l'Algérie et un certain nombre de pays étrangers, mais évidemment votre problématique elle est essentiellement posée ici chez nous. Hein. Donc bon, le mariage de la légumineuse avec les céréales, ça c'est connu depuis longue date. Effectivement, ça donne un complément, notamment nutritionnel en termes d'acides aminés indispensables. Donc ça c'est connu, donc c'est pour ça qu'on enrichit le pain qui est à base de céréales avec des légumineuses. Le pain est connu comme étant déficient en acides aminés essentiels, donc acides aminés soufrés, méthionine, lysine, tryptophane et tout. Et les légumineuses, elles apportent ce complément. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a également donc d'autres facteurs. Mais à l'origine, l'élément essentiel, c'était celui-là, parce que les populations algériennes sont déficientes, leur ration alimentaire est déficiente en protéines nobles, notamment en protéines animales, les viandes et tout ça. Et on essaie donc de corriger, de faire face en apportant donc ce complément-là. Donc vous avez transposé un petit peu cette problématique vers là où vous avez fait votre travail, c'est-à-dire donc là où vous avez fait les mélanges pour fabriquer du pain à base d'œufs, peut-être ces populations-là, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ne sont pas concernées par ce problème. Ils n'ont pas de problème de déficience en protéines nobles, en protéines animales.
Et puis, vous avez fait déguster, tout à l'heure, Dr. Rouchemach a parlé de panel de dégustation, vous avez fait déguster vos produits par des étrangers, pas par des Algériens. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être contradiction là-dessus? Non, Parce que quand même le test de dégustation est très important à mon avis ici, parce que vous avez beau faire des analyses, montrer digestibilité in vitro, etc., mais quelque chose qui ne plaît pas à un consommateur, vous avez beau lui dire voilà, j'ai trouvé comme résultat, il n'acceptera pas. Donc c'est l'élément clé. Et quand j'ai vu le panel de dégustateurs, donc ils sont italiens ou canadiens, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là-dessus? Non, au contraire, ils ont adoré. En plus, en Espagne, ils consomment beaucoup de pois chiches. C'est pour ça, c'était pas trop étranger pour eux. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un panel de dégustateurs ici, en Algérie? Oui. Avec les produits que vous avez fabriqués, peut-être, bon, vous n'avez pas les moyens de les fabriquer ici, vous les fabriquez là-bas. Vous avez bien transporté des pois chiches d'ici jusqu'en... Oui. Alors, retransporter du pain, du pain de là-bas. Bon, c'est juste une note pour rire. La troisième partie de votre travail, qui en fait donc une suite de la deuxième partie, donc puisque vous avez fabriqué ce que vous appelez du pain sans gluten, donc à base de 100% pois chiches. Là aussi, j'ai commencé à en parler avec votre directeur de thèse tout à l'heure en aparté. Est-ce que ce sont les mêmes tests in vitro, je ne parle pas des tests in vivo, des tests in vitro qu'il faut faire pour un pain sans gluten qui est destiné à une population bien déterminée, à des malades, donc cœliaques, et la digestibilité que vous avez mesurée pour donc, le pain que vous avez fabriqué partiellement avec du pois chiche qui est destiné à un consommateur normal. Est-ce que les tests de digestibilité in vitro doivent être les mêmes? Et est-ce que le panel de dégustateurs aussi, est-ce que c'est le même, sachant qu'il est destiné à une population bien déterminée? Ça aurait été préférable de le faire avec les malades eux-mêmes. Voilà. Ouais. Et c'est peut-être... vous n'avez pas encore publié cette partie-là? Si. Ah bon? Pain sans gluten, vous l'avez publié? Parce qu'il me semblait que j'ai vu dans vos articles caractérisation physico-chimique et les pains partiels. Voilà donc pour les remarques d'ordre général. Très rapidement, beaucoup de remarques de votre document ont été soulevées par mes camarades, notamment l'histoire de la variété, c'est important. C'est important. Et il faut préciser aussi que ce sont des grains sains. Il faut les choisir parce que souvent on voit des pois chiches qui sont un petit peu infectés par des insectes. Tout ça c'est important. Il faut peut-être justifier aussi le choix des traitements. Pratiquement ils sont tous là les traitements. Il manque peut-être le décortiquage. Oui. Bon, on le fait pas trop chez nous. Mais la germination, est-ce qu'elle est utilisée chez nous? Généralement en Inde. C'est pour ça. C'est quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus la cuisson qui est utilisée. Vous avez mis trempage et cuisson. En réalité, c'est peut-être la cuisson sur des pois chiches qui sont trempés. Voilà. C'est les deux en même temps. Voilà. Quand vous parlez de cuisson, il y a trempage et cuisson en réalité. La torréfaction c'est pour vous dire que peut-être qu'il faut justifier un petit peu les choix de vos paramètres de traitement. Et la torréfaction, elle est utilisée comment? Chez nous, je ne sais pas, toujours chez nous. Oui. Dans quel cas? On torréfie les... Pour Atmen. Pour Atmen. Oui, Atmen. C'était ce que vous avez trouvé. Je pense que dans l'industrie, peut-être que quand ils font des biscuits, peut-être où il y a des mélanges de légumineuses, je pense qu'elles sont torréfiées
C'est beaucoup plus pour le processus industriel. Oui. Une petite remarque, à la page 38 par exemple, Oui. on a parlé des profils en acide gras. Oui, ça m'a un petit peu... donc le dernier paragraphe, vous dites « Après formation d'une émulsion à 2 couches ». Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une émulsion à 2 couches? Non, je pensais, par Après définition, formation d'émulsion, du coup 2 couches qui se sont formées dans le... quand il y a émulsion, c'est mélangé. Le mot émulsion, ça veut dire qu'il y a un mélange de 2 couches. Elles ne sont pas encore séparées. Si elles se séparent, ce n'est plus une émulsion. D'accord. Hein? Donc la couche supérieure est transférée. Oui, la couche supérieure, donc c'est les lipides. Hein? Voilà. Pour la digestibilité in vitro, bon, évidemment, l'idéal, c'est d'aller après à la digestibilité in vivo, animale. C'est-à-dire, à parler d'expérimentation animale, mais après, il y a l'expérimentation humaine aussi, hein, qui doit suivre après. La phase gastrique simulée. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre la phase gastrique simulée et la phase gastro-intestinale simulée? D'abord, c'est le pH. Oui. La phase gastrique, il est acide et la phase gastro-intestinale, il est basique. Oui, c'est l'élément essentiel. Voilà. Et aussi l'intervention des enzymes. Pour la gastrique, c'est la pepsine et pour la gastro-intestinale, c'est la pancréatine. Et ces enzymes, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? J'ai regardé tout votre document, j'ai pas trouvé de microbiologie, hein. Donc j'ai essayé d'en chercher, de vous créer. Est-ce que dans la phase justement à pH 6,8, il ne peut pas y avoir une flore microbienne? Possible, oui. C'est vrai, oui. Pour mieux... Dans la phase gastrique à pH 2, bon, je vous accorde ça. Et il ne peut pas y avoir de micro-organismes qui peuvent survivre à seconde. Mais à pH 6,8, on peut trouver donc des micro-organismes. C'est donc au niveau de l'intestin qui participent effectivement donc à la digestion finale, éventuellement donc des aliments. Et c'est ça qui ferait éventuellement la différence par rapport à un test in vivo. Parce que sinon, s'il n'y a pas de différence entre le in vivo et le in vitro, bon, c'est pas la peine de faire le in vivo. Oui, on a parlé aussi d'acide aminé. C'est un élément important, à mon avis. Hein. J'ai pas vu un profil d'acide aminé. C'est l'élément le plus important. Vous avez fait les protéines globales, mais le profil en acide aminé serait intéressant dans ce cas d'étude. Donnez votre réponse. Réellement, on l'a fait. C'était le projet de tout un stage. Mais oui. Malheureusement, les résultats obtenus n'étaient pas... Ils ne s'accordaient pas avec nos échantillons. Oui. Pour le profil en acide gras, quelqu'un a fait la remarque également. Donc, vous n'avez pas mis tous les acides gras. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on ne trouve pas le 100%. C'est pour ça qu'également donc les rapports acides gras saturés, acides gras polyinsaturés, plutôt les totaux ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez ici. Hein. Donc, soit il faut le mettre en annexe, soit il faut dire dans votre texte que nous n'avons pas mentionné tous les acides gras. M. Zaidi a parlé tout à l'heure de l'importance justement de ces acides gras au niveau de la torréfaction. Moi, je suis un petit peu surpris qu'on trouve donc plus d'acides gras sur parce que normalement, comme ça a priori, on dirait que ça va diminuer parce que la température elle cause ce qu'on appelle la peroxydation en général, donc elle fait perdre. Notamment pour les acides gras insaturés. Ça doit diminuer. Comme là, ici, ça a augmenté. Il faut peut-être trouver une autre explication. D'accord. Pour terminer, j'ai vu dans votre exposé, certainement, vous avez mis qualité organoleptique. Oui.
je ne sais pas si c'est au niveau de la deuxième partie, je crois, qualité organoleptique. J'ai vu dans qualité organoleptique, humidité, je sais pas, solubilité, des trucs. Mais je ne sais pas si c'est une erreur, mais qu'est-ce que c'est pour vous les qualités organoleptiques? C'est une qualité en rapport avec le goût et l'aspect. Oui, oui, c'est les qualités sensorielles. Oui. Donc le goût, la saveur, la couleur. Donc il faut revoir votre dans l'exposé. Oui, dans l'exposé. Donc La dernière partie. faut le corriger au niveau de l'exposé. Ça doit être, normalement c'est qualité technologique, Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc sinon le travail, je crois que est très intéressant, ça c'est, faut le dire, et les perspectives surtout aussi sont, bien que vous ne les avez pas tellement développées, hein, donc j'aurais voulu, que ce soit pour votre introduction ou votre conclusion, on dirait que vous avez été un peu avare, hein. Au niveau de l'introduction, l'objectif n'est pas très bien mis en évidence, hein. Vous mettez l'objectif de cette étude était d'étudier l'impact de traitement, et puis vous mettez dans une deuxième étape. Quand on lit, on va croire que l'objectif c'est uniquement la première partie, alors que bon, c'est tout ce que vous avez fait. Donc là aussi, il faut corriger un petit peu, soit mettez l'objectif 2 points et vous citez les. Voilà. Et au niveau de la conclusion également, donc les perspectives ne sont pas assez, parce qu'il y a beaucoup de perspectives là-dessus. Et je dirais même il ne reste que les perspectives. Hein. C'est vrai que bon, l'essentiel a été fait, mais cet essentiel-là n'a pas d'existence si les perspectives ne sont pas envisagées. Voilà, sur ce, avant de conclure, je vais donner la parole donc à votre directeur de thèse pour nous apporter des précisions sur le contexte dans lequel a été fait ce travail. Vous avez la parole, monsieur. Si vous voulez fumer, il faut faire vite. Merci, M. Nadawa. Je voudrais d'abord, avant de parler de la candidate, je voudrais remercier l'ensemble des collègues, M. Blamara, qui est venu de Boumardès, mes collègues Ousmour et Bourik Belge et M. Nadawa pour avoir pris de leur temps pour évaluer ce travail.